Bonjour, avec vous, professeur Omar, mon caissier responsable du module thermodynamique filière SMIA. Aujourd'hui, j'aimerais commencer un cours de thermodynamique. C'est un résumé de cours de première année, SMIA, SMPC et EIR, ou carrément une introduction à la thermodynamique sous forme d'un cours dans lequel je vais aborder tous les points essentiels d'introduction à la thermodynamique. Les objectifs du module sont trois. D'abord, on va vous fournir les bases nécessaires pour comprendre et traiter les problèmes liés à la thermique. Deuxième objectif est de vous fournir et de vous faire comprendre le principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique et ses applications. Et aussi faire comprendre le principe d'évolution de Carnot, ou bien le deuxième principe de la thermodynamique et comment on calcule l'entropie. Ce sont les trois objectifs fixés pour ce cours. Dans ce cours, on va parler de gaz parfait, d'équation d'état, premier principe et ses applications, second principe et ses applications, les fonctions thermodynamiques, c'est quoi un corps pur et c'est quoi les changements d'état, ou bien changement de phase, mélange de gaz parfait, c'est quoi un gaz réel, introduction au cycle thermodynamique, on parlera aussi de changement d'état de machine thermique et quelques applications de la thermodynamique dans des machines comme un frigo ou bien une pompe à chaleur. On va parler aussi du potentiel thermodynamique. Bref, j'aimerais refaire un panorama complet de la thermodynamique. Mais avant tout ça, on doit commencer par une introduction pour définir c'est quoi la thermodynamique. Et aussi, on va faire pour cette science un rappel mathématique pour certains outils mathématiques nécessaires pour faire des travaux de régie pour la thermodynamique. C'est quoi la thermodynamique? La thermodynamique, historiquement, c'est une science qui est née à la fin du XVIIe siècle. L'essentiel à l'époque était de construire des machines indispensables à l'industrie naissante. Donc la motivation initiale était donc de répondre à un besoin industriel essentiel à l'époque. On peut voir ici la première voiture à vapeur qui se base sur le principe de la machine à vapeur. Pour définir la thermodynamique, il y a pas mal de définitions. On va plus ou moins citer deux ou bien trois. La thermodynamique est la science qui étudie les échanges d'énergie. Pour avoir plusieurs sortes d'échanges, soit de forme d'énergie, soit de forme de chaleur, soit de forme de travail ou autre. On l'utilise autant en physique qu'en chimie ou en biologie, en s'appuyant notamment sur des outils mathématiques. La thermodynamique est une théorie extrêmement générale, applicable à des systèmes possédant des caractéristiques mécaniques, chimiques ou physiques complexes. C'est une théorie extrêmement générale, la thermodynamique, applicable à des systèmes possédant des caractéristiques mécaniques, chimiques ou physiques. La thermodynamique cherche à décrire les échanges de chaleur de travail entre un système et son milieu extérieur. De ce fait, elle est basée sur deux principes, le premier principe et le second principe. Le premier principe
énonce de façon très générale la conservation de l'énergie. Le second principe traite de l'évolution du système. On introduit la notion essentielle de l'entropie. La conjonction des deux principes permet de définir de façon très rigoureuse des conditions d'équilibre d'un système, c'est-à-dire l'état vers lequel il évoluera en fonction des conditions extérieures qui lui sont imposées. On peut décrire la thermodynamique de deux manières, ou selon deux aspects différents. L'aspect macroscopique ou l'aspect microscopique. L'aspect macroscopique, on s'intéresse aux propriétés de la matière ou le système à l'échelle globale ou macroscopique, ça veut dire à grande échelle, à l'échelle de micro, de quelques millimètres, ou bien à l'échelle de mètres, ou bien au-delà de mètres. Alors les propriétés sont décrites par des variables d'état macroscopique, telles que la pression, le volume, la température, la masse, etc. L'aspect microscopique, on s'intéresse aux propriétés de la matière à l'échelle microscopique ou atomique, en utilisant comme variable les grandeurs cinétiques individuelles des molécules ou des atomes, telles que pression unitaire, pression d'un atome, ou le volume d'une élémentaire d'une molécule ou d'un ensemble de gaz, d'électrons par exemple. On distingue alors entre la thermodynamique classique et statique. La thermodynamique classique, elle explique le comportement de la matière ou des systèmes en fonction de leur variation d'énergie et d'entropie. Il décrit uniquement les états initiaux et fait note des systèmes en évolution et dresse le bilan énergétique du système. La thermodynamique statique, elle cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques et des notions de chaleur, de travail et de l'entropie en les reliant directement au mécanisme de l'agitation moléculaire. On peut dater les premiers développements de la thermodynamique des travaux de Carnot et de James Watt sur les machines thermiques, par exemple machines à vapeur, qui ont conduit par la suite au énoncé des deux principes fondamentaux, le premier principe et le second principe. Comme j'ai déjà mentionné, la motivation initiale était donc de répondre à un besoin industriel essentiel à l'époque. Donc on peut voir pas mal d'applications de la thermodynamique dans notre vie quotidienne. Donc la thermodynamique est une discipline essentielle pour l'ingénieur. Et il y a des applications de tous les domaines industriels. Dans le domaine par exemple du froid, de l'énergie, de l'automobile et autres. Toute installation industrielle produit ou consomme de l'énergie. Par exemple, une voiture consomme du diesel. Donc, il est le siège de phénomènes physico-chimiques qui évoluent vers un état d'équilibre qui peut être prédit par la thermodynamique. Donc, la thermodynamique nous permet d'étudier ce échange d'énergie. Ça veut dire, dans le cas d'application automobile, on peut changer l'énergie thermique vers une énergie mécanique. Bien, dans la technologie de froid, on peut aussi changer une énergie électrique vers une énergie thermique. Ou bien
ici dans le barrage, on peut changer l'énergie mécanique via une énergie électrique. La thermodynamique nous permet d'étudier ce échange d'énergie. Donc, pour décrire un système, il nous faut pas mal de paramètres. Un système, donc, est un ensemble d'objets définis par une enveloppe géométrique macroscopique, déformable ou non. Donc, toute sorte de système est défini par son environnement et son milieu extérieur. On peut voir trois types de systèmes. Il peut être liquide, comme il peut être solide. Tous les concepts de la thermodynamique s'appliquent à des systèmes matériels. Par exemple, votre table, votre téléphone sont des systèmes. L'air présent dans la pièce où vous travaillez est un système. Les molécules d'azote qui font partie de l'air qui vous entourent, ne forment pas un système, car il n'existe pas de frontières macroscopiques visibles à l'œil qui délimitent. Donc, on peut voir deux sortes de systèmes, un système fermé ou bien un système ouvert. Un système est dit fermé s'il ne change pas de matière avec le milieu extérieur. Il peut échanger de la chaleur, mais ils ne peuvent pas, ou bien de l'énergie, mais on ne peut pas changer de la matière. Un système est ouvert s'il échange de la matière avec le milieu extérieur. Ici, quelle question je vous demande de prendre un petit moment pour réfléchir et proposer des réponses. Indiquez si les systèmes suivants sont fermés ou ouverts. Vous, oui, vous. La pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous inclut une voiture à l'arrêt, une voiture qui roule, la terre. Je vous donne une minute. Vous, c'est un système ouvert parce que vous échangez de l'air avec le milieu extérieur. La pièce où vous êtes, si le système est constitué de tout ce qui se trouve à l'intérieur du mur de la pièce, y compris l'air, il ne s'agit pas d'un système fermé, que si la pièce est parfaitement hermétique, ça veut dire rien ne sort et rien n'entre à l'intérieur de la pièce. La voiture à l'arrêt, un système fermé parce qu'il ne change pas la matière avec le milieu extérieur. Une voiture qui roule, c'est un système ouvert. Car il consomme de l'oxygène, il dégage des gaz. La Terre reçoit d'énergie du Soleil, mais échange peu de matière. Donc, on peut parler d'un système fermé. Pour décrire un système, on réalise un certain nombre de mesures qui se traduisent par des valeurs numériques caractéristiques. On parle de variable d'état. Une variable d'état est une variable thermodynamique mesurable qui définit l'état du système et qui ne dépend que de l'état macroscopique de ce système. Par exemple, les positions des points du système sont des variables d'état.
La masse est une variable d'état. Elle décrit la quantité de matière contenant dans le système, le volume, la température, ainsi de suite. Remarque, une variable d'état caractéristique un état, non une évolution entre deux états. Il y a deux types de variables d'état. Variable d'état intensive et variable d'état extensive. Une variable d'état intensive est indépendante de la quantité de la matière du système. Une variable d'état extensif est une variable proportionnelle à la quantité de matière du système. Si on considère un système A et qu'on double ce système pour obtenir un nouveau système, sigma par exemple, alors sigma égale A union B. Cp est un paramètre intensif de sigma, alors P de sigma est égal à P de 1. Si x est un paramètre extensif de sigma, alors x de sigma est égal à 2x de 1. Exemple, la masse volumique, la pression, la concentration, la température sont des variables intensives. Par contre, le volume, la masse, le nombre de moles sont des variables extensives. Donc, il y a pas mal de variables qui peuvent décrire un système. Mais dans ce cours, la température et la pression sont deux variables d'état très courantes en thermodynamique. C'est quoi la température? La température est une mesure macroscopique des degrés d'agitation microscopique des particules du système. La température est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière. Donc, il faut faire attention entre la température et la chaleur. La chaleur, c'est un sort d'énergie. Par contre, la température est reliée, c'est une mesure. Il nous donne une information sur l'agitation moléculaire de la matière. Dans un gaz, dans une enceinte, à l'échelle microscopique, les molécules de gaz se déplacent dans l'enceinte de façon totalement aléatoire avec la vitesse v de i. La température peut être définie de cette façon-là. Ça, c'est l'énergie cinétique des particules. On peut déduire la température de cette équation-là. Si on connaît cette constante-là, la masse et la vitesse des particules. Plus la température est élevée, plus l'agitation microscopique des particules intense. L'agitation, ça veut dire la vitesse. L'autre paramètre, en restant toujours dans la distribution distincte via la température. Alors, comment on peut mesurer cette température? Il y a pas mal des thermomètres qui nous permettent de mesurer la température. Ça dépend de la gamme de la température qu'on veut mesurer. Souvent, dans notre vie quotidienne, on travaille avec les thermomètres à mercure. Donc, la gamme de température qu'on peut mesurer avec ce genre de thermomètre, c'est entre moins 30 degrés et 50 degrés. Les thermocouples basés sur l'effet Seebeck est souvent utilisés si on veut vraiment mesurer des températures de l'ordre de 600 jusqu'à 1300 degrés. Pour des températures, pour des basses températures, on utilise les résistances à semi-conducteurs en germanium. Et les résistances de platine utilisables peuvent nous donner une indication sur des valeurs de température qui varient entre 200 à 630 degrés.
La température est mesurée au moyen d'un thermomètre selon une échelle prédéfinie. Souvent on parle de degrés Celsius, de Fahrenheit et de Kelvin. Dans les pays anglophones, souvent on utilise le Fahrenheit, par exemple aux États-Unis. Dans les pays francophones, on utilise le degré Celsius. Mais dans les laboratoires, de manière générale, dans la communauté scientifique, on travaille souvent avec la température Kelvin. Mais toujours, il y a une relation qui relie ces unités. Ce sont les trois présentés dans le tableau suivant. La pression est définie comme une force par unité de surface. Simple définition, la pression, c'est la force sur la surface. Son unité en système international est le pascal. Par définition, c'est 1 newton sur mètre carré. Un système peut échanger deux sortes de chaleur avec le milieu extérieur. Il peut échanger de la chaleur, il peut échanger du travail. Donc un système peut échanger deux sortes d'énergie avec le milieu extérieur, soit sous forme de chaleur, soit sous forme de travail. S'il reçoit de la chaleur, c'est toujours positif. S'il reçoit de la travail, c'est positif. Si elle cède de l'énergie sous forme de chaleur ou bien de travail, il a un signe négatif. Ces deux formes sont interprétées à l'échelle microscopique comme une manifestation de l'agitation des molécules et des atomes sous forme désordonnée, soit la chaleur Q, ou forme ordonnée, travail. La température et la pression sont deux variables d'état très courantes en thermodynamique. Voici quelques unités qu'il faut toujours les prendre en considération, surtout pour les applications numériques. Rappel et complément mathématiques. Dans ce rappel, on aura besoin de définir c'est quoi une fonction d'une seule variable, quelques exemples, et la dérivée. On va parler aussi des différentiels des fonctions pour le cas d'une seule variable et aussi pour le cas de plusieurs variables. Pour établir les lois, établir des relations entre grandeurs physiques telles que la pression, le volume, la température, et pour calculer les valeurs de travail, de quantité de chaleur, de température, de pression et de volume, on a besoin d'un minimum de bagage mathématique. Donc, ça sera l'objet de la première série des travaux dirigés. Nous allons voir quelques notions et outils mathématiques nécessaires à ce cours. Thermodynamique, je vous rappelle que vous avez vu en terminale la définition d'une fonction réelle à variable réelle dans le cas d'une seule variable. Une fonction d'une seule variable, il s'agit d'une fonction définie dans un domaine D qui peut être des fonctions polynômes, des fonctions trigonométriques, ou bien des fonctions exponentielles ou logarithmiques. Ici, la représentation graphique de ces fonctions-là. Pour le cas des fonctions trigonométriques, cas de cosinus x, des fonctions polynômes ou bien des fonctions exponentielles. C'est quoi la dérivée d'une fonction? Le dérivé d'une fonction réelle à variable réelle à une dimension est donné par la relation d de f ou bien d de y sur d de x. C'est la limite de f de x plus un accroissement de x moins f de x sur delta de x quand delta de x converge 0. L'interprétation
géométrique de la dérivée, c'est la pente, c'est de la tangente m de t au point de t quand l'accroissement tend vers 0. Et c'est la dérivée de quelques exemples. La dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n x moins x. La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus de x. Ainsi de suite. Vous avez déjà vu ça en terminale. Une fonction à deux variables, il s'agit d'une fonction définie de R2 vers R qui au couple x, y correspond à la variable z qui est égale f de x, y est représentée dans l'espace par une surface. La dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables. Commençons par une fonction à deux variables. La dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables et sa dérivée par rapport à l'une de ces variables, sachant que les autres étant gardées constantes. C'est-à-dire qu'une fonction à plusieurs variables, on ne peut pas faire la dérivée de toutes les variables en même temps. On fait la dérivée d'une variable et on fixe les autres variables. La dérivée partielle de f par rapport à la variable x est souvent notée d rang de f sur d rang de x. Prenons le cas d'une fonction à deux variables, f de x, y. La dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable x s'écrit f' de x, tel que f dépend de x de y, c'est le dérivé de f par rapport à x, sachant que y est constant. C'est la limite de f de x plus d de x, y, moins f de x, y sur delta de x, quand delta de x converge 0. Ça veut dire qu'on fait la dérivée de la fonction qui dépend de variable par rapport à x, et on fixe l'autre variable. On peut faire la dérivée par rapport à l'autre variable, c'est-à-dire faire la dérivée de f par rapport à y, et supposons que x est variable. Voici quel exemple. Supposons qu'on a une fonction à deux variables, fx, y est égal à x, ln de x moins x carré y. Si on vous calcule la dérivée partielle de f par rapport à x, sachant que y est 0. Dans cette fonction-là, y est constant, comme une constante réelle, 2, 3. La dérivée de f par rapport à x, on va commencer à dériver cette partie-là. Donc c'est la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x est égal à 1. Moi, on va faire sortir y parce que c'est constant dans ce cas-là. Donc c'est moins 2x, y. Et la dérivée de f par rapport à y quand x constante égale moins x carré. Essayez de faire la dérivée partielle de courant f de x par rapport à x, y. Dérivée seconde et dérivée seconde mixte. Si on considère une fonction à plusieurs variables, la dérivée partielle de cette fonction est la dérivée par rapport à une seule variable donnée. Les autres variables sont considérées comme constantes. Essayez de faire ce exemple-là. Faire la dérivée seconde de f par rapport à x. Ça veut dire que c'est la dérivée 2 fois de f par rapport à x. Voici la théorème qui nous permet de décrire c'est quoi, de définir c'est quoi une fonction. C'est quoi un différentiel d'une fonction. Si une fonction y est égale à f de x, pour le cas d'une seule variable, est dérivable en tout point d'un intervalle i, on définit le différentiel d de f de cette fonction par d de f est égal à f' de x, delta de x, où delta de x est un accroissement arbitraire de la variable x. Remarque, dans le cas où la fonction a différencié f de x est égal à x, cette relation conduit à d de f est égal à
t de x est égal à 1. Pourquoi? Parce que f' de x, ça veut dire la dérivée de x par rapport à x, c'est la dérivée de x, c'est 1. Et la différentielle de x, de la fonction x devient un accroissement arbitraire de la variable x. Différentiel des fonctions à plusieurs variables. Dans le cas des fonctions à plusieurs variables, on a f' de x ou bien y' de x est égal la limite de f de x plus delta x moins f de x sur delta x est égal à la limite de delta de y sur delta de x quand delta de x est vers 0. Si on a une fonction de variable f de x qui subit l'accroissement total delta de f, donc le différentiel de la f de x, c'est une sommation de deux termes. C'est la dérivée partielle de f par rapport à x, sachant que y est constant, d de x, plus différentiel de f sur d de y, sachant que x est constant, d de y. Et la dérivée partielle par rapport à une seule variable, on a déjà vu ça dans les slides qu'on a fait avant. Dans le cas des fonctions à trois variables, c'est la même chose. À mon avis, vous aurez plus d'exemples dans la première série des travaux de régie où vous pouvez appliquer ces théorèmes-là pour la bien maîtriser. Définition. Une fonction est dite fonction d'état si on ne dépend que de l'état initial et de l'état final, ou bien si sa différentielle est une différentielle totale exacte. Et comment montrer qu'une différentielle totale exacte? Il y a deux façons. Si on vous donne la fonction f de x et on vous demande de vérifier que sa différentielle est une différentielle totale exacte, il faut faire la dérivée seconde, ça veut dire la dérivée deux fois de f par rapport à x d'abord et par rapport à y, et vérifier cette équation-là. Par contre, si on vous donne sa différentielle écrite de cette forme-là, pour montrer que cette différentielle est totale exacte, il faut vérifier cette équation-là. Ça veut dire qu'il faut faire la dérivée partielle de ce terme-là par rapport à y, donc, sachant que x est constante, et vérifier que est égal à la dérivée partielle de b par rapport à x tel que l'autre variable y est égal à constant. Essayez de faire ce exemple-là. Et merci pour votre attention. Donc pour la prochaine séance, on va essayer de définir quelques formes d'énergie telles que le travail et la chaleur. On va parler aussi de la thermométrie et la calorimétrie. Comment on mesure expérimentalement la chaleur. On va parler aussi du changement d'état. Merci pour votre attention.